Alors, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour cette matinée et aussi d'avoir associé du coup l'Université de Bourgogne. On parle beaucoup du lien entre les lycées et l'université, donc modestement on contribue ce matin à ces interactions. J'ai prévu, alors c'est un sacré challenge de s'adresser à la fois à des professeurs qui peuvent être quand même experts en économie-gestion et à des étudiants qui peut-être vont découvrir la thématique. Et donc j'ai... Pardon. On a un gros problème, c'est que le micro frotte sur la tête. Ah, on va le mettre. Je vais le mettre là. Pardon. N'hésitez pas à intervenir. Pas de souci. Donc j'ai prévu de vous parler peut-être de façon globale parce qu'on ne pourra pas forcément approfondir un point particulier sur cette thématique de l'éthique, c'est très vaste. J'ai prévu finalement un petit rappel des fondamentaux, parce que moi je pense comme étant basique dans ce domaine. Donc ça s'intitule l'éthique dans les entreprises, et pour vous donner un peu une illustration du contenu, vous avez les deux extrêmes, même s'il y a un gif qui ne marche pas très bien, mais je ne sais pas pourquoi. D'un côté, vous avez l'entreprise avec des aspects assez souvent critiqués, à savoir l'argent facile, les marchés financiers où l'argent coule à flot, et notamment ici vous avez un trader qui est interprété par Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, et puis en dessous le Dr Evil qui est Austin Powers, qui est plutôt un personnage maléfique. Donc on a dans le monde de l'entreprise l'impression que quand on parle de valeurs, c'est plutôt des valeurs négatives. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres visions possibles, ou en tout cas d'autres acteurs qui cherchent à faire du monde de l'entreprise un monde entre guillemets de bisounours, ou en tout cas à introduire des sentiments positifs, de l'empathie, de la bienveillance, de l'amour, etc. Et la dernière image, c'est la conscience personnelle du chien ici qui lui interdit de faire telle ou telle chose. Donc on est bien entre ces deux extrêmes. D'un côté, un monde de l'argent, du profit illimité, qui vient sans doute répondre aux attentes de cupidité des acteurs dans le monde de l'économie et de la finance, et puis de l'autre, une régulation, une autorégulation, ou en tout cas l'idée d'introduire des sentiments positifs dans un monde qui pourrait être vu uniquement comme le monde de la réussite personnelle, de l'opportunisme, etc. Donc le réalisme, il se situe entre les deux extrêmes. La vision réaliste, c'est que le monde de l'entreprise est lui aussi animé, vous le verrez, par des tensions fortes sur le plan éthique, et que parfois les acteurs cherchent à agir du mieux possible. On verra comment. Alors, je vous ai mis mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter par la suite si certains points vous semblent peu clairs, ou si vous voulez des approfondissements sur d'autres, ou pour toute autre raison liée à l'Université de Bourgogne, puisque je suis professeur à l'IAE, et aussi depuis peu en charge de la responsabilité. Alors, j'ai mis le titre qu'on m'a affublé officiellement, responsabilité sociétale de l'université, même si moi je parle de responsabilité sociale. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Mon parcours, très rapidement, pour vous expliquer aussi peut-être pourquoi j'ai été sélectionné positivement par Claude. Merci. J'ai réalisé mon doctorat en sciences de gestion en 1997 à Paris-Dauphine, et le thème de ma thèse portait déjà sur l'éthique dans les entreprises, et notamment, moi j'ai étudié les codes éthiques, la formalisation de l'éthique. À l'époque, dans les grandes entreprises, c'était peut-être les prémices d'une vague d'intérêt pour l'éthique. On parlait à l'époque peu ou pas de responsabilité sociale. Et puis à la fin des années 90, ou au début des années 2000, c'est aussi la notion de responsabilité sociale qui a pu apparaître en cohabitation avec la notion d'éthique. Je m'occupe aussi d'un diplôme, le master gestion des ressources humaines depuis 2002, depuis une quinzaine d'années. Et j'ai été vice-président pendant un mandat délégué aux ressources humaines, et aussi membre élu du conseil d'administration de l'université. Et puis pendant 2 ans, j'ai été en charge des relations internationales, donc j'ai passé beaucoup de temps en dehors de Dijon. Voilà.
Alors, j'ai aussi écrit un ouvrage qui s'appelle L'éthique dans les entreprises. Je me suis dit que c'était l'occasion, on ne sait jamais, de se faire quelques euros supplémentaires, sachant que je dois toucher 6% du prix de vente. Je crois que c'est autour de 10 euros, donc vous voyez que ça ne va pas m'enrichir démesurément, mais j'ai vendu à peu près un peu plus de 12 000 exemplaires depuis 1999, ce qui, dans ce type de publication, est plutôt pas mal. J'ai des collègues renommés qui parfois publient des ouvrages de recherche et, à part à leur famille, ne diffusent pas trop leur production. Donc ça veut dire que le thème rencontre un certain engouement. En tout cas, il y a un public qui s'intéresse à ces questions. Le but de l'ouvrage, c'est de viser les étudiants de première année post-bac. Donc c'est de la bonne vulgarisation entre guillemets, mais en fait beaucoup de managers dans les entreprises et aussi dans le domaine du public, dans les hôpitaux, dans beaucoup d'associations, c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors pour ce matin, j'ai prévu 3 temps de présentation et en fonction du timing, je développerai ou ralentirai la poursuite de mes 3 parties. Donc d'abord de consacrer un peu de temps à qu'est-ce que l'éthique et comment on peut la positionner par rapport à d'autres concepts. Et puis je m'intéresserai à quelque chose qui me semble récent et peut-être que pour vous ça pourra vous être utile parce que c'est un thème qui est redevenu d'actualité même s'il est ancien. C'est la question des finalités de l'entreprise, de son identité, sa nature, des choses comme ça, on verra ça. Et puis je finirai par la thématique de la gestion de l'éthique. Qu'est-ce qu'il y a des outils? Comment on peut gérer cette dimension en entreprise? Qui va pas de soi, éthique et entreprise, c'est un peu 2 termes qui sont souvent incompatibles, ou en tout cas on peut parler d'oxymore. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est dire le gentil meurtrier ou quelque chose comme ça, puisque l'éthique c'est l'unité normalement économique qui maximise le profit, l'entreprise c'est l'unité économique qui maximise ses profits, et l'éthique c'est les sentiments, les bons sentiments, bien agir. Alors, qu'est-ce que l'éthique? Un concept ancien, difficile à définir, à appréhender. Je ne suis pas du tout philosophe, les philosophes experts de ces questions se cassent les dents depuis des siècles, donc je ne prétends pas apporter une recette miracle pour appréhender ce que c'est, notamment parce que l'éthique souvent doit être différenciée de la morale, de la déontologie. Aujourd'hui on parle de responsabilité sociale, donc énormément de concepts qui circulent et qu'il est parfois difficile de circonscrire, surtout, rappelons-le, on se situe dans le monde de l'entreprise, donc les managers, les dirigeants, les salariés, personne n'est vraiment expert de ces concepts philosophiques. Donc il y a aussi du pragmatisme qui l'emporte, c'est qu'est-ce que dans les entreprises on entend par éthique. Ça peut être aussi un peu ça l'idée. Donc comme on le voit sur le transparent, on associe l'éthique au dilemme, c'est-à-dire à des choix qui sont difficiles, des décisions qui sont difficiles à prendre face à des options dans lesquelles aucune option ne semble préférable à une autre, sachant qu'à chaque fois, selon le scénario indiqué, on aura des conséquences négatives pour des personnes différentes. On fait référence aux valeurs, à la morale, qui semble être plus forte et plus liée à un groupe que l'éthique qui renvoie plutôt à un questionnement individuel, et puis au bien agir ou à la mauvaise façon d'agir, etc. Comme l'indique ce personnage dans The Walking Dead, la plupart du temps, ce qui est le plus simple, c'est de mal agir. Quand on écoute, d'ailleurs, si vous prenez les actualités récentes, on écoute les décisions qui sont prises par les gouvernements, par le président, etc., on a l'impression que quelle que soit l'action, c'est pas bien. Donc, dans le monde de l'entreprise, il y a aussi l'idée que, finalement, quand une entreprise fonctionne, ça veut dire qu'elle doit s'adjoindre des collaborateurs, qu'elle doit prendre des décisions d'investissement, qu'elle doit fixer une stratégie. Il est certainement plus facile de mal se comporter que de bien se comporter. Donc, ce qui vous montre que l'éthique, c'est pas une chose facile à appréhender, ça va pas de soi. Pourquoi on se comporte mal et pourquoi le personnage ici dit qu'il est tellement facile de mal se comporter, c'est qu'on est soumis, que ce soit dans le domaine de l'entreprise ou dans la vie quotidienne, nous sommes soumis à des tentations
qui nous éloignent d'un comportement qu'on serait en droit de qualifier d'éthique. Donc ça peut être lié à la gestion des ressources humaines, à la façon dont on gère les relations avec les collaborateurs de l'entreprise, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses gouvernements. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a en tête des références, des scandales qui peuvent permettre d'illustrer, en tout cas c'est pas très difficile d'illustrer la mauvaise façon d'agir, c'est parfois plus compliqué de distinguer les bonnes pratiques. Alors on va faire une petite parenthèse. Je sais que je m'adapte au public, je pense que, je ne sais pas parmi les professeurs d'économie de gestion s'il y a des fans de la série Game of Thrones, mais j'imagine qu'il y a au moins dans l'assistance un peu plus jeune des étudiants, des personnes qui ont vu au moins la première saison, c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Et le jeu qu'on pourrait faire, c'est à votre avis, si on avait à qualifier, si on prend 3 personnages, il y en a d'autres, mais ces 3 personnages, quel est celui qui vous semblerait le plus éthique? Est-ce que c'est Ned Stark? Est-ce que c'est Jaime Lannister? Est-ce que c'est Daenerys Targaryen? Alors, je vous écoute. Ned Stark. Alors, qui vote pour Ned Stark? Le plus éthique. Ok, une petite moitié, on va dire. Qui vote pour Jaime? Personne. Il aurait donc une vision de l'éthique peut-être un peu moins simple à cerner, mais pour moi, on peut aussi lui qualifier le titre d'éthique. Et qui vote pour Daenerys? Alors, il y a 3 féministes, 4, mais pas plus. Je dis ça parce que quand on pense à un leader, même les femmes, quand on les interroge pour savoir si vous pouvez avoir un leader à me citer, les gens ils citent des hommes, ils ne pensent pas aux femmes. Donc on peut être femme et leader, et c'est le cas en tout cas de Daenerys dans la série. Alors, pour moi, c'est 3 sens différents de l'éthique. Et je vais essayer de rattacher à des théories. On ne fera pas forcément beaucoup de conceptualisation ce matin. C'est un peu fastidieux, mais Ned Stark, maintenant, ça semble être celui qui est le plus éthique pour vous. C'est quelle éthique? Comment il se comporte? Alors, on peut dire que c'est quelqu'un qui a... Je vais essayer d'être suffisamment général pour ne pas spoiler les gens qui n'ont pas vu cette série. C'est quelqu'un qui a un sens de l'honneur prononcé. C'est quelqu'un qui a une certaine idée de la justice et qui cherche à rendre justice quand il doit prendre des décisions. Et il est aussi animé par une très grande loyauté. Ce qui fait qu'effectivement, d'emblée, on peut dire que c'est une éthique, ou en tout cas c'est le personnage qui manifeste le plus d'éthique dans ses comportements, au moins au début de la série. Après, et pour cause, on en entend moins parler. Alors, sens de l'honneur, justice, loyauté, il n'accepte pas de pouvoir être responsable de la mort de personnes innocentes, il cherche à défendre le pouvoir, la réputation de sa famille, mais il n'est pas forcément prêt à tout pour ça. Il est difficilement capable de faire des compromis. Et donc, lorsqu'il a l'occasion de valoriser ses intérêts personnels en faisant un compromis, il refuse. Il préfère les solutions carrées où son sens de l'honneur va pouvoir s'appliquer. Si on se réfère à une théorie éthique, on va dire que ça renvoie à l'éthique de la conviction de Kant. Kant, c'est un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle qui a essayé de fonder en raison l'éthique, de trouver comment on peut établir des raisons légitimes d'introduire l'éthique dans les comportements. Et donc c'est en lien avec l'environnement, avec les autres personnes. Donc l'éthique de la conviction, c'est l'éthique du devoir. C'est lié à des valeurs fondamentales qui doivent animer nos comportements. Le problème de cette vision, c'est que parfois, quand c'est un peu trop rigide, ça peut amener à se sacrifier soi-même. C'est-à-dire, pensez à une entreprise qui a l'occasion de découvrir, d'explorer de nouveaux marchés, mais par exemple, dans certains pays, il est difficile de rentrer en lien avec des clients sans corrompre. Si vous avez comme principe de ne jamais corrompre en aucune façon, il y a certains pays du monde sur lesquels vous pourriez mettre une croix.
et donc vous êtes prêt à renoncer à des marchés. Donc ici, sens de l'éthique prononcé, ça veut dire rigidité, ça veut dire aussi des décisions difficiles à prendre et un sens du compromis assez faible. Quand il faut tenir compte des intérêts d'autres personnes, c'est pas forcément simple de se positionner. Donc une éthique qui est certainement plus efficace avant l'action qu'après. Quand on n'a pas eu de décision difficile à prendre, on peut dire j'ai comme principe de ne jamais mentir à mes salariés, de ne jamais mentir à mes clients. Ou... Plus simple que quand on passe à l'acte où on se rend compte que quand on doit recadrer un salarié, on va préférer dire non mais en fait globalement nous sommes satisfaits plutôt que de venir dans les détails pour descendre en flamme quelqu'un qui pense qu'il fait bien son travail, etc. Alors passons à Jaime. Jaime Lannister, personne ne l'a identifié comme étant éthique, et pourtant, quand il pousse ce garçon dans le vide, c'est peut-être pour des raisons éthiques. Alors, on ne parle pas d'éthique de la conviction. Pousser quelqu'un par une ouverture pour le faire chuter de plusieurs mètres, c'est pas éthique, on est bien d'accord. Mais et si en faisant ce geste, il cherchait à protéger quelque chose ? Et dans la série, ce garçon vient d'assister à une scène qui montre qu'il y a une relation secrète entre Jaime et quelqu'un d'autre, une relation inavouable, ce qui fait que si ça se sait, c'est l'honneur, la réputation de la famille Lannister qui est détruite. Et comme c'est celui qui est le roi, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, celui qui est sur le trône du pays imaginaire de cette série, c'est un Lannister. Si ça se sait, ça peut très bien amener à une nouvelle guerre des chefs, voire du coup à une guerre sanglante avec des milliers de victimes liées à ce conflit. Donc, et si Jaime, en poussant le garçon, n'avait pas été non éthique, mais plutôt avait permis de prendre en compte, d'éviter une guerre destructrice. Donc on est ici dans une vision qui est plus l'éthique tournée vers les conséquences. On parle de conséquentialisme. Pour savoir si on est éthique ou pas, on regarde les conséquences de nos actions. Et si vous comparez une mauvaise action par rapport aux bienfaits entraînés par cette mauvaise action, vous pouvez essayer de jouer et de se dire que parfois la fin justifie les moyens. Par exemple, torturer quelqu'un, c'est pas éthique. Mais quand on veut faire parler un terroriste, c'est pas en lui payant un excellent resto et une nuit d'hôtel dans un endroit charmant qu'on va l'amener à lui dire la vérité. Donc ici, on suppose que parfois, il est admis de mal agir, ou en tout cas de s'éloigner de l'éthique de la conviction, tout simplement parce que ça va entraîner des conséquences positives. Peut-être un exemple moins tragique, mais si vous voyez quelqu'un qui se noie en face de vous dans une rivière, et qu'il y a un marchand de bouées juste à côté, vous avez le droit de voler une bouée si c'est pour sauver la vie de celui qui se noie. On ne va pas venir après vous condamner parce que vous avez volé, vous avez emprunté sans permission une bouée à un marchand d'objets de plage, etc. Donc cette éthique conséquentialiste, elle est certainement plus difficile à appréhender, ou en tout cas, elle peut amener à des provocations à comparer l'incomparable. Je veux dire, par exemple, l'alcool dans le monde fait X millions de victimes, le terrorisme X milliers, donc le terrorisme est moins grave que les addictions à l'alcool. Donc en général, il faudra s'assurer que quand on dit la fin justifie les moyens, d'abord qu'on n'a peut-être pas d'autre solution quand on parle de moyens malhonnêtes ou non éthiques, et que la fin, ça peut être quelque chose de vraiment positif pour l'ensemble, une grande majorité de population, sachant que ça va conduire au sacrifice de quelques-uns. Donc, c'est quand même un enjeu difficile. Certaines sociétés sont plus tournées vers l'acceptation du sacrifice de quelques-uns pour le bien-être de la communauté. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Par exemple, faut-il un salaire de subsistance ? Certains pays, en France, on estime que quand on est sur le territoire français, c'est le devoir de l'État français de donner quelque chose, un minimum, pour aider les gens à subsister, même s'ils ne travaillent pas. C'est donc une éthique du devoir. Aux États-Unis, ce type de propos est totalement infondé. On se dit, mais ça va inciter les gens à ne pas travailler, donc on préfère
sacrifier une minorité de personnes, parfois une grosse minorité de personnes qui sont dans le dénuement le plus total, pour inciter l'ensemble à contribuer au bien-être commun. Donc le salaire de subsistance n'a pas de sens dans ce cadre-là, parce que les conséquences que ça entraîne sont trop négatives par rapport aux conséquences positives. Troisième version, Daenerys. Alors, c'est une femme, c'est peut-être un cliché, mais elle accorde beaucoup d'importance à la qualité des relations avec son environnement, avec les autres personnes. C'est un leader respecté, elle est animée de sentiments positifs comme la bonté, elle lutte contre l'esclavage, qui en fait à l'époque, en tout cas là où la série est approximativement située, ça en fait une pionnière. Et lorsqu'elle libère les esclaves, elle leur donne le choix, soit ils viennent travailler avec elle, en tout cas aider avec elle à lutter contre l'esclavage, soit ils sont libres de partir puisqu'elle les a rendus libres. Il n'y a aucune notion de coercition, de contrainte. Elle cherche à attirer naturellement des personnes pour participer à sa propre quête. Ce qu'elle cherche, c'est certainement elle aussi le pouvoir. Et elle est animée, on pourrait dire, d'une éthique féministe au sens où c'est une manière différente d'appréhender le comportement en société. Ce qu'elle cherche, c'est à générer des sentiments positifs avec ces personnes de son environnement, avec les relations dans son environnement. Ça renvoie à une éthique qui s'appelle l'éthique de la sollicitude, ou en anglais care, C-A-R-E, promue notamment par une philosophe qui s'appelle Gilligan, dans les années 2000. Donc, l'éthique de la sollicitude, c'est générer de l'empathie, de la bienveillance, permettre le comportement collectif, la conduite collective en harmonie, ou des choses comme ça. Donc, vous avez ici trois visions différentes. Peut-être qu'elles se complètent. La question, c'est à vous de choisir votre maison. Est-ce que vous êtes maison Stark, maison Lannister, maison Targaryen, en ce qui concerne l'éthique. Ça permet déjà de se dire que vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'appréhender l'éthique, plusieurs théories sous-jacentes, et qu'au fond, c'est votre conscience personnelle qui doit vous guider pour savoir comment bien se comporter. Puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc l'éthique, c'est, pour moi, en essayant de donner quelque chose de pragmatique, c'est une réflexion qui vise à distinguer la bonne de la mauvaise façon d'agir. Et je fais exprès de mettre une dimension relative pour bonne et mauvaise, et pas le bien ou le mal. Où là, on renverrait plus à quelque chose qui relèverait de la morale. Et ça veut dire que dans le monde des entreprises, on ne peut pas se couper du contexte de l'action. C'est la bonne et la mauvaise façon d'agir en fonction du contexte et en fonction des circonstances, des événements qui surviennent, etc. On a un défi quand on passe de la vie quotidienne à la vie des organisations, c'est qu'on doit passer de l'éthique individuelle. Quand je parle de conscience personnelle, on va retrouver ça dans le monde de l'entreprise, les décideurs, les salariés, quand ils ont des choix à faire, mais souvent on entend parler de l'éthique d'une entreprise, qu'on appelle l'éthique organisationnelle. L'éthique d'une organisation, c'est l'éthique de Carrefour, de L'Oréal, etc. C'est quelque chose qui ne va pas de soi, même si on sait qu'on parle par exemple de culture d'entreprise, ça fait moins débat, de mémoire dans l'entreprise ou des choses comme ça. L'éthique, c'est quand même souvent réservé à une personne. Donc il y a un risque d'anthropomorphisme, de dire que l'entreprise est une personne et se comporte d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Donc souvent, quand on entend l'éthique de l'entreprise, c'est l'éthique des dirigeants, du dirigeant de l'entreprise, mais ça voudrait dire réduire un groupe de plusieurs centaines de milliers de salariés à un seul décideur, c'est un peu exagéré. Donc souvent, on est à la croisée des chemins entre des éthiques individuelles qui se croisent et une éthique collective qui est celle que, à la tête de l'organisation, on souhaite transmettre à l'extérieur.
quand vous surfez sur les sites internet des grandes entreprises, faites l'expérience, vous allez très certainement aboutir très vite à un paragraphe qui est consacré à l'éthique ou à la responsabilité sociale de l'entreprise, et vous aurez l'impression qu'on est dans le monde des bisounours. C'est notre entreprise, un terrain idéal pour que nos collaborateurs s'épanouissent, nous protégeons l'environnement, etc. Donc il y a un effort de communication pour, vers l'extérieur, transmettre une vision positive de ce qu'est la nature de l'entreprise. Heureusement, me direz-vous, ça serait inquiétant qu'on tombe sur des sites internet où, à l'inverse, on dit « venez chez nous, nous vous jetterons dès que nous n'aurons plus besoin de vos talents, vous serez exploités en étant sous-payés et nous allons détruire l'environnement, c'est notre objectif dans les 10 ans à venir. » Donc il y a forcément un aspect communicationnel dans la façon des entreprises d'aborder l'éthique. C'est loin d'être un thème simple pour les entreprises. C'est sans doute parce que à chaque fois que des intérêts différents s'affrontent, il faut trouver des solutions. Donc l'éthique, c'est un champ de tension entre des intérêts divers, l'intérêt de l'entreprise. On voit parfois à peu près ce que c'est. Ça peut être l'intérêt des actionnaires de l'entreprise, actionnaires dominants, ou l'intérêt du dirigeant de l'entreprise. L'intérêt général, le bien commun de la société, du monde entier, et des intérêts particuliers d'autrui. Il n'y a aucune raison pour que quand on prend une décision, tous ces intérêts s'ajustent de façon totalement imbriquée. Ça veut dire qu'il y a des interactions, qu'il y a des frottements, et on peut qualifier la gestion de ces interactions comme étant la gestion des relations avec les parties prenantes pour l'entreprise, pour les dirigeants de l'entreprise. Comment gérer des relations avec des stakeholders. Alors, stakeholders, il y a un H, mais holder, ça veut dire détenteur, et stake, ça veut dire enjeu ou intérêt. Ceux qui ont un intérêt, qui ont quelque chose en jeu quand ils sont en lien avec une entreprise. C'est ça l'idée. Et la traduction en français, partie prenante, les Québécois disent partie intéressée, montre que ce sont des personnes ou des groupes de personnes qui vont être impliquées lorsque l'entreprise prend des décisions. Donc ça a une vision assez large, on en reparlera un petit peu plus tard. Ce qui n'est pas simple, c'est notamment de faire émerger ce qu'est l'intérêt général. Pas toujours évident, surtout vous remarquerez que, mine de rien, on arrive à mieux comprendre ce qu'est l'éthique. L'éthique, c'est quelque chose qui renvoie à vivre ensemble, au vivre ensemble. Quand on est tout seul, si on est tout seul sur une île déserte, les décisions qu'on va prendre, ça n'aura pas d'interaction sur les autres personnes qui pourraient être affectées. Par contre, dans une société, dans une communauté, à chaque fois qu'on décide quelque chose, ça a un impact sur d'autres personnes. Et quand on cherche à faire émerger le bien commun pour une société, ça ne va pas de soi. Pensez par exemple au débat sur l'aéroport à Nantes. Faut-il un nouvel aéroport ? Tous ceux qui sont situés à plus que quelques kilomètres de la zone et qui désintéressent de la protection de cette zone naturelle sont pour. Un aéroport, c'est des nouveaux emplois, c'est très pratique quand on veut prendre l'avion, etc. Mais ceux qui sont autour de la zone n'ont pas envie d'avoir des avions, des nuisances, qu'on détruise peut-être l'endroit où ils avaient l'habitude d'aller faire leur promenade, etc. Donc difficile, du coup, de prendre des décisions publiques qui visent à renforcer un intérêt général, sachant qu'il y aura forcément des gens sacrifiés. C'est un peu ça l'idée. Appliqué à l'entreprise, je vous donne une deuxième illustration après Game of Thrones. À votre avis, est-ce que c'est Dove ou est-ce que c'est Victoria's Secret qui est l'entreprise la plus éthique? Si on en juge leur campagne de publicité. Donc d'un côté, vous avez une entreprise, les deux sont autour du secteur de la beauté. Mais Dove cherche depuis des années à faire émerger l'idée que la beauté peut être multidimensionnelle. Ça concerne des femmes de telle couleur, de tel âge, de telle forme, etc. Donc la diversité est au cœur de leur
campagne, mais vous voyez que c'est quand même une campagne de communication. Dove, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à vendre leurs produits. Donc par exemple, au lieu de dire que c'est des produits qui luttent contre le vieillissement, donc anti-âge, ils vont appeler ça pro-âge, c'est-à-dire qu'il faut accompagner le vieillissement, donc il y a une volonté de valoriser, de positiver. Et ils ont été frappés, notamment dans leur campagne, par le fait que quand on interroge les femmes dans le monde, plus de 2/3 des femmes, quand on leur demande si elles se trouvent belles, vont dire non, je ne me trouve pas belle. D'où l'idée qu'il y a pour eux quelque chose à creuser, c'est à rendre les femmes confiantes du fait qu'elles peuvent être belles, sans ressembler aux créatures de Victoria's Secret, qui en réalité existent peu. Alors, on a le droit de rêver, le corps parfait. Souvent, ces corps sont ensuite retouchés par des logiciels qui permettent de masquer toutes les imperfections. Donc non seulement il y a une espèce de tyrannie pour être modèle, il faut très vite renoncer à toute alimentation, ou presque, et en plus les imperfections éventuelles ou le côté élancé, on va l'amplifier par de la manipulation. Donc bien sûr, quand on compare ces deux façons de communiquer, Dove semble plus éthique. Victoria's Secret pourrait être accusé d'incitation à l'anorexie. Le modèle qui est projeté pour des jeunes filles qui se construisent est forcément très éloigné. C'est proche des canons de la beauté parfaite, mais très éloigné des canons de l'éthique. Et donc, vous voyez ici que les entreprises ont aussi des stratégies. Il y a une notion de risque éthique. Pour Victoria's Secret, leur positionnement, c'est de faire rêver. Et après tout, on a le droit aussi de rêver à ce type de perfection. Et puis pour Dove, il semble éthique, mais derrière, qui vous dit que ce n'est pas une stratégie de manipulation? Parce que lorsqu'on achète des produits de beauté, on se dit qu'on a confiance, que l'entreprise se préoccupe vraiment de notre beauté. On ne sait pas finalement quel est le degré de sincérité de ces campagnes. Peut-être que c'est purement du marketing, dénué de tout fond de bienveillance, etc. Bon. Si ça dure depuis 10-15 ans, ça pourrait quand même renforcer l'idée qu'il y a aussi un message et que l'entreprise considère qu'elle a aussi un message à faire passer auprès de la société et pas seulement à répondre et à essayer de vendre uniquement ses produits. Autre exemple, vous allez voir que les exemples abondent, hélas, tous les jours ou presque, on peut citer de nouvelles mauvaises pratiques. Volkswagen, une entreprise avec qualité allemande. Les Allemands se moquent souvent des voitures françaises, ou en tout cas s'en moquaient à une époque où les voitures françaises étaient censées rouiller plus vite que le rondre. Avant le scandale du diesel, le Dieselgate, Volkswagen avait sans doute la meilleure réputation dans le monde de l'automobile. C'était une entreprise verte, respectueuse de son environnement, etc. Il y a même un code éthique, un code de conduite du groupe avec des règles à suivre. Et puis le clash, on découvre avec stupeur que Volkswagen, Ford ça viendra après, a inventé des logiciels pour truquer la mesure de la pollution des émissions de ses moteurs. Donc le choc parce qu'on pensait que c'était vraiment une entreprise respectueuse de l'environnement, mais en fait si on truque la mesure, ça veut dire qu'on peut avoir les moteurs qui polluent tant qu'on veut. Le but est simplement d'être vu superficiellement comme éthique ou socialement responsable. Mais quand on explore un peu plus ce thème, on se rend compte qu'en interne, ça peut être une hypothèse, les ingénieurs en charge de l'innovation pour ces moteurs, à un moment donné, se sont retrouvés face à des pressions trop fortes du dirigeant, ou de l'équipe dirigeante, et à force de demander des taux de pollution les plus bas possibles, être les meilleurs de l'ensemble des constructeurs automobiles, l'un d'eux, peut-être pour soulager sa pression, a eu l'idée d'inventer ce logiciel. Et puis peut-être on commence par mentir un petit peu, puis après ça prend des proportions importantes, on ose plus désengager, une espèce d'escalade de l'engagement dans l'absence d'éthique. Donc ce n'est pas forcément des personnes mal intentionnées au départ qui peuvent conduire à ce type de dérive. Ford
très récemment, vous l'avez peut-être entendu, on a entendu un ministre de l'économie furieux, le président de la République également. Ford annonce la fermeture d'une usine à côté de Bordeaux. Ça fait longtemps que cette usine est menacée. Et non seulement donc, il y a des centaines d'emplois en jeu, ça prend une valeur symbolique. Non seulement il ferme, mais en plus il refuse qu'il y ait des repreneurs. En tout cas, a priori, après beaucoup de tentatives, l'État, et vous voyez qu'en France, l'État est omniprésent dans le monde économique, au moins quand il y a des affaires de ce type, l'État, avec un repreneur, proposé un plan de sauvegarde de l'entreprise, du site, et Ford préfère clairement fermer, mettre la clé sous la porte. Ils avaient déjà essayé il y a 10 ans, ils ont été obligés de reprendre l'entreprise. C'est clairement plus dans la stratégie de Ford de garder des emplois, au moins en France ou dans cette partie de l'Europe. Donc, le scandale, c'est l'entreprise qui se désintéresse de la sauvegarde des emplois et qui sait qu'elle va sans doute, par cette décision de fermeture, contribuer à des conséquences négatives pour l'environnement, en tout cas situé en emploi direct, en emploi indirect, situé dans la région de Bordeaux. Autre exemple, Carlos Ghosn. L'an dernier encore, on pouvait trouver ce type de titre, ce patron que rien n'arrête. Manifestement, ils ont réussi à l'arrêter, puisqu'il est suspecté d'avoir organisé une fraude à grande échelle pour payer moins d'impôts. Donc ça renvoie aussi à une thématique célèbre en éthique d'entreprise, c'est la question de la rémunération des dirigeants. Avant même l'arrestation de Carlos Ghosn, depuis plusieurs années, ce qui fait scandale, c'est de voir que ce dirigeant a des bonus de rémunération, des packages de rémunération qui sont d'un montant colossal, en lien avec l'État français qui garde avec Renault quelques participations. Alors tout ça nous amène à dire que quand on parle d'éthique organisationnelle, on l'a vu, quand on parle de responsabilité sociale, quand on parle de développement durable, d'entreprise citoyenne, voire aussi de gouvernance d'entreprise, quand on prend le sens large de la gouvernance d'entreprise, nous sommes face à des concepts qui se recoupent. Bien difficile de les démêler, de les distinguer. L'erreur, c'est sans doute d'essayer de les dater, on se trompe à coup sûr. Par exemple, la responsabilité sociale est un nouveau concept, pas du tout, ça fait plus d'un siècle qu'on en parle, donc c'est pas très nouveau. Développement durable, ça peut être un peu plus novateur, ça date des années 1980, et ça a connu beaucoup de succès à partir des années 1990. Et puis c'est venu se fusionner avec la responsabilité sociale, en gros. Tout ça montre qu'il y a une demande très forte d'éthique en provenance de la société, en provenance finalement de ses parties prenantes, y compris du gouvernement. Quand on encourage les entreprises à s'installer sur un territoire, c'est qu'on cherche à ce qu'elles créent des emplois, à ce qu'elles payent des taxes, etc. Donc les gouvernements, les salariés, les fournisseurs, les clients, les associations de défense de l'environnement, etc. Cette montée des préoccupations en matière d'éthique, elle est liée à quoi ? Au fait que les entreprises, même si elles ont réduit leur taille, sont toujours plus puissantes. Certaines grandes entreprises dépassent en puissance des États à niveau moyen dans le monde. On est face à une dynamique de mondialisation qu'on connaît bien, qui amène les entreprises à prendre des décisions sur un champ démultiplié, sur le champ de la planète. Ah, j'ai rajouté ça. On est aussi face depuis plusieurs années à une financiarisation de l'économie. La finance prend de plus en plus de place. Et plus globalement, on assiste avec des hauts et des bas, c'est cyclique, mais plutôt à des périodes de déréglementation où l'État se désengage de certaines activités, surtout dans les pays où l'État était omniprésent, voire on assiste finalement, avec la montée du capitalisme depuis plusieurs siècles, à un désencastrement de l'économique par rapport aux politiques. La sphère économique s'autonomise, les acteurs économiques, on dit qu'il faut leur laisser de la liberté pour fonctionner, mais du coup ça veut dire que le politique ne peut plus réguler, ne peut plus contrôler.
ou difficilement. Et je rappelle qu'on cherche encore à instaurer une espèce de gouvernement mondial. C'est déjà difficile sur la question des droits de l'homme avec le fonctionnement de l'ONU, mais alors sur le plan économique, aucune institution mondiale n'est capable de réguler le fonctionnement des marchés. Et donc c'est l'autorégulation qui prévaut. Du coup, si on vous laisse de la liberté, ça veut dire qu'on attend de vous de l'exemplarité, à introduire de l'éthique dans vos comportements. Alors, quand je parle de désencastrement, je fais référence à l'ouvrage de Polanyi, extrêmement intéressant, qui montre que dans nos sociétés humaines, avec le temps, si on compare avec les premières sociétés humaines à l'époque, même avant l'Antiquité, les premières peuplades, l'économique dans ces tribus primitives était totalement imbriquée dans l'exercice du pouvoir. Et qu'aujourd'hui, avec la révolution industrielle en Angleterre au XVIIIe siècle, avec l'évolution du capitalisme, on est passé à un monde où l'économie est complètement déconnectée du politique. D'où d'ailleurs les rémunérations mirobolantes de certains dirigeants, sans aucune connexion avec la réalité. Alors les gens parfois râlent en disant le président, les députés, etc. gagnent beaucoup trop bien leur vie, mais dans le monde de l'entreprise, les grands dirigeants d'entreprise ont des rémunérations qui sont sans commune mesure avec cette rémunération des élus, et qui ont surtout explosé grâce aux stock options, aux plans d'options sur actions. Un petit exemple, une petite illustration sur ces deux thématiques, le capitalisme financier et les rémunérations. Vous voyez que la période moyenne de détention d'une action au niveau mondial est passée de quasi 4 ans à 7 mois, en une trentaine d'années, ou une quarantaine d'années. Donc ça veut dire que les actions, les titres de propriété des entreprises s'échangent de plus en plus vite. Ça veut dire qu'on a de plus en plus une focalisation sur les résultats à court terme et pas sur les perspectives de développement à moyen ou à long terme. Et aux États-Unis, c'est encore plus long, c'est encore plus intense. C'est passé de 5 ans à 7 mois. Et vous voyez d'ailleurs que les États-Unis reflètent aujourd'hui ce qui se passe globalement dans le monde. On a une accélération des échanges, des titres de propriété sur les marchés financiers. Et quand on passe à cette question de la rémunération, en bleu tout au milieu, mais vous ne le voyez pas, c'est microscopique, c'est l'écart idéal que les gens suggèrent entre le salarié pas qualifié et le dirigeant. De combien le dirigeant doit être rémunéré par rapport à un salarié non qualifié. L'écart idéal, c'est souvent 1 à 10, 1 à 15. On dit, bon, être déjà 15 fois plus payé qu'un salarié normal, c'est quand même déjà pas mal. Et puis en rouge, c'est estimé. Vous pensez que c'est combien l'écart? Donc je vous pose la question, à votre avis, pour une grande entreprise, le dirigeant gagne combien de fois plus que les salariés les moins bien rémunérés? Combien? 50? 200? Alors c'est certainement autour de 350-400. Mais il y a encore 20 ans, 100 c'était déjà énorme. Ça a explosé. Et donc ici vous avez l'écart réel, et vous voyez que c'est les États-Unis ce sont les États-Unis le pays où l'écart de rémunération est le plus important, le plus inégalitaire. Moi sur mon écran je ne vois pas la mesure, mais c'est plus de 330, etc. Alors, la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, comment on la situe par rapport à l'éthique? On pourrait dire que la RSE, ça concerne l'impact des actions de l'entreprise sur son environnement. En économie, on parle d'externalité. On pense beaucoup aux externalités négatives, mais pensons aussi que l'entreprise apporte des bienfaits. Donc il y a énormément d'externalités positives. Quand une entreprise fonctionne, elle crée des emplois directs, indirects, elle paye des impôts, normalement, en tout cas certaines,
et du coup, elle contribue de façon positive au développement économique de son environnement, de sa communauté.